Promesse est une association de parents de personnes touchées par des troubles psychiques. Dans le parcours hésitant et chaotique d'accompagnement de notre enfant, frère ou sœur, nous avons traversé maintes émotions, moments de solitude, interrogations et remises en question. Nous avons cherché et trouvé des ressources. Nous avons été aidés et accompagnés. Nous nous sommes soutenus entre pairs. Nous nous sommes formés. Nous avons avancé étape par étape, pas toujours de manière linéaire. Nous avons appris de nos expériences négatives et positives. Nous nous sommes remis en question, toujours motivés par le sentiment d'espoir. Nous avons appris à ne plus donner le pouvoir à la maladie de notre enfant sur notre vie et à retrouver le pouvoir d'agir pour nous-mêmes. C'est ce parcours de rétablissement que nous souhaitons partager avec vous, quelle que soit l'étape où vous en êtes. Partagez toutes les émotions possibles que vous traversez ou traverserez, les connaître et les accepter. Partagez surtout des ressources à toutes les étapes du parcours pour ne pas rester seul. L'aide aux proches est le deuxième facteur de rétablissement des personnes souffrant de troubles psychiques après les traitements médicamenteux. Parce qu'une famille qui va bien, des proches qui vont bien, ce sont des alliés pour aller mieux. Nous avons créé ce parcours de rétablissement en 7 dessins animés qui correspondent à 7 étapes. Nous espérons qu'ils vous aideront. Vous verrez, à chaque étape, des ressources et aides vous sont proposées. Lucie est désemparée. Son fils Antoine a 24 ans et depuis quelques mois, son comportement est très inquiétant. Elle ne comprend pas ce qu'il se passe. Il ne se lève plus, traîne toute la journée sans se laver, ne veut plus parler à ses parents. Dès qu'on lui dit quelque chose, il s'énerve. Sa chambre est un vrai capharnaüm, il a changé. Lucie se dit que ça ne peut pas être une crise d'ado à son âge. Elle crie beaucoup. « Elle va se ranger toute seule, ta chambre ?» dit-elle. « Tu as vu dans quel état tu es ? Et regarde-moi quand je te parle. Je sais que je m'énerve, mais c'est ton avenir. Tu ne peux pas laisser tomber tes études comme ça. Remue-toi, s'il te plaît. » Elle en a parlé à Fabrice, le père d'Antoine. « C'est pas normal, lui a-t-elle dit. Il tient des propos de plus en plus bizarres et me regarde comme si j'étais une étrangère. Il m'a même dit qu'il se demandait ce qu'il faisait sur cette terre. Tu te rends compte ? On ne peut pas rester comme ça. Tu ne crois pas qu'on devrait appeler son médecin ou l'emmener voir un psy ? » Après avoir dit tout ceci, Lucie a envie de pleurer. Mais Fabrice ne veut pas en entendre parler et rétorque que c'est juste un passage à vide. Il ajoute qu'il va le motiver et l'engueuler un bon coup, que son fils est intelligent et va se reprendre et que tout va bien, tout va s'arranger. Mais rien ne va plus. L'équilibre de la famille est perturbé, les parents se focalisent sur Antoine et les frères et sœurs s'isolent aussi. Tout part dans tous les sens. Lucie est triste et perdue et se demande ce qu'ils ont pu faire de mal ou rater pour en arriver là. Que va devenir Antoine ? Comment s'en sortir ? Ce que je prenais pour un conflit majeur entre nous se révèle beaucoup plus profond, beaucoup plus grave. Toutes mes tentatives échouent. J'ai essayé de comprendre, de laisser du temps. J'ai essayé de m'imposer, de reprendre en main, de rétablir mon autorité. Rien n'y fait. Je me fatigue, j'ai honte. Je suis tellement triste. Nous ne savons plus ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas. Peu à peu, je suis envahie par la peur. C'est une peur particulière. J'ai peur pour elle, pour son quotidien, pour son avenir à très court terme. J'ai des images de mon enfant jeune avec tous les espoirs que j'avais pour lui. Et aujourd'hui, j'ai seulement peur.
peur moralement, peur physiquement, peur pour elle, mais aussi pour moi et pour ma famille. Est-ce que nous n'avons pas été assez attentifs à elle ? Est-ce que je ne lui ai pas laissé assez d'autonomie ? Y a-t-il des explications à chercher dans notre famille ? Rien ne va plus. Chaque membre de la famille réagit comme il peut. Nous ne comprenons pas. Et nous n'acceptons pas l'attitude des uns et des autres. Mon mari est rigoureux, moi pas assez. Ma fille s'éloigne, c'est trop dur. Tout le monde souffre. Le psychiatre vient de mettre un nom au trouble. Schizophrénie. Tout s'écroule. C'est un tsunami. Nous n'avons plus de fondation. Je suis traumatisée, hébétée, sans force. Ce n'est pas possible, ce diagnostic. Tout allait bien. Ne t'inquiète pas. Le fils de ma collègue a déprimé lorsqu'ils ont déménagé. Cela a quand même duré, mais il s'est bien rétabli maintenant. Oui, mais on n'est pas dans la même situation. Tu ne crois pas qu'on pourrait aller consulter d'autres médecins ? Ils ont hésité avant de nous dire ce qu'il avait. Pour le psychiatre, c'était le cannabis. Pour le généraliste, la crise d'ado qui dure. À qui penses-tu ? À un psychologue. Léa a vraiment besoin d'aide. Et puis ce serait bien d'en chercher un pour nous aussi. On est vraiment à bout. Bon, on va se renseigner. Il y a bien des associations qui pourraient nous aider. D'autant que ce n'est pas la famille et les amis qui vont le faire à notre place et nous aider. Tu as remarqué ? Ils nous évitent de plus en plus. Oui, tu as raison. Comme si on était responsable. Et l'école d'informatique ? Qu'est-ce qu'on fait ? Elle ne veut plus y aller. Écoute, elle est à la maison. On va leur dire qu'elle est malade. Ils n'ont pas besoin de savoir ce qu'elle a. Selon les infos que l'on va avoir, on avisera. Pour l'instant, pas de panique. Il doit bien y avoir des solutions. De séjour aux urgences. Et enfin, ils ont mis un mot sur ces troubles. Plus d'alternative. Mon fils est malade et c'est sérieux. Mais schizophrénie. Je leur avais dit qu'il entendait des voix, mais personne parmi tous ces sachants n'y a vu un symptôme suffisant. C'était passager, il allait s'en remettre. Tout ce temps perdu pour en arriver là. On en a fait des consultations, des visites chez les psys, des passages en établissement spécialisé. Personne n'a compris. Alors que si le diagnostic avait été fait plus tôt, on n'en serait certainement pas là. Maintenant, on sait ce que c'est. Ce n'est pas une déprime, un mal-être. Maintenant, il faut faire face. Mais comment, puisque les spécialistes eux-mêmes se sont trompés ? Je vais m'en occuper, ne pas laisser faire. Tant pis si cela gêne ou effraie, mais il ne restera pas seul. Je vais agir, je vais m'informer, me former, m'investir. Jusqu'où mon aide sera-t-elle efficace ? Et mes activités, comment gérer ? Je dois tout mettre en question pour tenir dans le temps, car ce sera certainement long. Le trouble psychique s'est installé dans la maison. Il faut maintenant en savoir plus sur ce diagnostic, le traitement et les conséquences à tout niveau. Comprendre comment accompagner Clément et savoir comment agir dans différentes situations. J'ai écouté un témoignage d'une personne qui a des troubles psychiques. Elle expliquait ce qu'elle vivait et comment cela lui demandait des efforts de se motiver à faire certaines activités.
Cela n'a rien à voir avec la fainéantise. Je me suis trompée, je ne savais pas du tout. Tout seul, on n'y arrivera pas. J'ai entendu parler de programmes de psychoéducation. Il y en a un qui s'appelle Pro-Famille. On pourrait y aller tous les deux. Oui, on peut essayer. Et cela ne nous empêchera pas de garder notre libre arbitre. Maintenant que je suis le programme de psychoéducation, je vois bien qu'il faut que je sollicite moins mon fils, sans agressivité, et que je sois plus à son écoute. J'essaye aussi de profiter plus de l'instant présent. Moins de surprotection et de surinvestissement. Ce n'est pas toujours évident. Et puis je sais que je ne dois pas faire à sa place, mais cela m'énerve. Alors je range sa chambre, écrit. Ce n'est pas ça qui l'aidera à être autonome. Et pourtant, je le fais. Ah là là, pas facile. Pas de surcharge émotionnelle, on nous a dit aussi. J'essaye vraiment de faire plus attention. Reste que parfois, j'ai l'impression de courir tout le temps, le boulot, les autres enfants qu'on délaisse un peu, les amis, ça fait beaucoup. Mais je vois que quand même, ça va mieux. Hier, on avait prévu de faire une activité ensemble et le matin, il ne voulait plus. Avant, j'aurais été super stressée. Là, j'ai compris qu'il fallait être juste disponible et j'en ai profité pour m'occuper de moi, aller au cinéma et voir des copines. Tout le monde était content. Tu sais, je reviens d'un stage de peinture, ça m'a fait un bien fou. Et je crois que Mehdi est soulagé et fier aussi que sa mère aille mieux maintenant et soit enthousiaste avec des projets bien à elle. Je lui ai raconté en détail. Il a bien géré sa semaine sans moi. Je lui ai fait confiance. J'ai vraiment eu raison d'aller chercher l'aide d'un psy pour moi depuis quelques mois. Mettre des limites, me permettre de me questionner, d'avancer moi, indépendamment du parcours de Mehdi. Et puis si je vais bien, cela ne peut être qu'une force pour la famille. J'ai renoué aussi avec la spiritualité que j'avais laissée de côté. Ça me nourrit au quotidien. Mon mari cherchait une activité sympa à faire avec Mehdi pendant les vacances et aussi pour rétablir les liens entre deux. Leur communication n'est pas toujours au top. Mehdi lui reproche de ne le voir souvent que comme une maladie sur pattes en ne s'intéressant qu'à ses rendez-vous médicaux. Ils ont trouvé une activité? Mehdi est OK? Oui, ils vont partir en itinérance avec une asso, avec d'autres jeunes adultes comme lui sur leur parcours de rétablissement. Et des parents aussi, pendant une semaine. Tout le monde revient reboosté apparemment. C'est top. Et toi, tu viens avec moi au bord de la mer. Avec la situation de Mehdi, je ne vois plus les choses comme avant, même professionnellement. J'ai dû faire un break professionnel au début. Il existe des congés pour les aidants, mais maintenant, j'ai décidé de me faire accompagner par un professionnel pour définir mes nouveaux objectifs pro, réintroduire des choix dans ma vie. C'est un travail sur quelques séances qui m'apporte beaucoup. Je vois des perspectives nouvelles pour agir. C'est bon, l'entorse est guérie, vous allez pouvoir remonter sur votre vélo. Super nouvelle, hein. J'avais hâte. Le club m'attend. On emmène des enfants défavorisés sur le Tour de France dans 2 semaines. Je suis heureux de vous voir dans cette nouvelle forme, monsieur Durand. Vous vous souvenez quand vous êtes venu me voir la première fois, au sujet de Victor? Vous étiez au bord du burn-out, dépressif, replié sur vous. Maintenant, votre épanouissement fait plaisir à voir. C'est vrai. J'ai trouvé un nouvel équilibre. La situation n'est pas parfaite, mais j'accepte mieux. Je suis moins dans le désir de contrôle et plus dans le lâcher-prise. Dites-moi en plus, ça m'intéresse pour mes patients. J'ai accepté le cheminement. J'ai compris qu'il fallait que j'aille bien moi-même. Je me suis fait accompagner. J'ai entrepris beaucoup de démarches. D'abord,
j'ai acquis des compétences, je me suis ouvert sur des sujets qui n'étaient pas les miens. Par exemple, la communication, la motivation, l'empathie. C'est comme si toute une partie de moi se révélait. Ma sophrologue dit que j'ai repris possession de mon monde intérieur. Puis j'ai rejoint des assos comme Promesse ou l'UNAFAM, d'abord pour moi et ne pas rester seul, et maintenant je m'y investis pour aider d'autres familles. Partager mon savoir expérientiel pour aider des parents est gratifiant. On se sent utile. Chaque fois que c'est possible, je sensibilise mes collègues sur la santé mentale. Je suis même devenu un référent au boulot après une formation premier secours en santé mentale. Et puis, ça n'a rien à voir, mais j'ai renoué avec ma passion de gosse, le vélo. Je vois les choses autrement. Moi-même, les autres, j'ai grandi. J'ai intégré que le parcours ne sont pas tous les mêmes, y compris pour Victor. Je vois ses qualités. Les difficultés m'ont permis de grandir. Je suis plus authentique dans mes relations. Je suis différent, mais en mieux. Eh bien, bravo, et votre témoignage est précieux pour moi. Bien sûr.